Bonsoir, bonjour, Azouf Lawan, salam alaikum. Hier, j'ai eu à intervenir sur la chaîne Maralibia aux côtés de militants et journalistes algériens qui ont intervenu à partir d'Alger. Et le sujet du débat animé par Nasser El Djoudi portait sur les questions d'actualité, notamment Harga, et aussi ce qui se passe entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, et particulièrement cette fameuse fuite, fausse coupe, diffusée par Nahar et ses conséquences sur les relations algéro-émiraties, marquées notamment par le limogeage tard dans la nuit du ministre de la Communication, comme si on voulait lui imputer la responsabilité de ce fausse coupe. Je vous laisse suivre cette émission qui a été animée avec beaucoup de brio par notre ami Nasser El Djoudi. Au revoir. L'Algérie nouvelle de Tebboune, cherté, paupérisation, Harraga, le mal-vivre algérien, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir M. Hicham Aboud, qui est journaliste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, cher ami, bonsoir aux téléspectateurs de Maralibia. Et c'est moi qui vous remercie de m'offrir cette belle opportunité de m'adresser au public de Maralibia, notamment pour ceux qui n'ont pas l'occasion de me suivre sur ma chaîne YouTube. Marhaba bik, c'est Hicham. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous, mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à cette info, ce feuilleton de l'ambassadeur émiraté, cette information donc a été avancée par le journal An-Nahar, puis supprimée. On a vu bien sûr le ministre de l'information qui a été limogé, le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à ce qui s'est passé. Comment peut-on lire cette question de cette information qui a été donnée par An-Nahar? Et on sait très bien en Algérie qu'on ne peut pas avancer ce genre d'information si elle n'a pas été approuvée par les services de sécurité. Merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets, puisque aujourd'hui, j'ai reçu une copie de la lettre adressée par le ministre algérien des Affaires étrangères à l'ambassadeur des Émirats arabes unis, l'invitant à quitter le territoire dans les 48 heures qui suivent. C'est-à-dire, maintenant reste à savoir, est-ce que cette lettre c'est encore un faux, mais il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire c'est un papier en tête, c'est un papier du ministère des Affaires étrangères, caché, signature, tout est en ordre. Maintenant, si on fait un faux pareil, c'est que ça ne peut venir que des services de sécurité, ça ne peut pas venir d'un apprenti faussaire. Cette affaire résume une guéguerre entre les gens des services secrets algériens, notamment la DGSI, la sécurité intérieure, et une partie de l'entourage de Tebboune qui voit mal Tebboune quitter le palais de Mouradia en décembre 2024. Parmi ces gens, on note Boualem, l'homme qui joue pratiquement, quoique la comparaison n'est pas à faire, mais il veut se substituer en quelque sorte à Saïd Bouteflika ou à l'Habib Belkhir, joue un petit peu ce rôle-là de pouvoir occulte. Alors, les services secrets accusent Boualem d'être derrière cette information, et semble-t-il que l'information a été donnée à Nahar par Boualem et non pas
par les services secrets qui, eux, sont derrière, qui ont tout mijoté. Et c'est pour cette raison que Souad Azzouz est aujourd'hui, en quelque sorte, dans de sales draps parce que elle ne sait plus qui est derrière, qui l'a manipulé. On sait très bien que Nahar a beaucoup d'acquaintance avec les services de sécurité. C'était et c'est toujours, en quelque sorte, l'annexe et l'outil médiatique des services de sécurité algérienne, notamment la DGSI. Donc, en résumé, c'est une guerre entre une partie des services secrets et une partie de l'entourage de Tebboune. Ça va dans le prolongement du fake, cette information relayée par Al-Khabar et l'Expression, et qui faisait état d'une réunion tripartite en Israël entre les services secrets marocains, israéliens et français. Et là, on s'attaquait en quelque sorte à la France, on voulait mettre la France dans le même sac que le Maroc et Israël. Et là, on remarque que officiellement, l'Algérie n'a pas du tout réagi à cette information, parce que c'est une information qui est très grave, et puis aucune protestation n'a été exprimée par les autorités algériennes. On n'a pas convoqué le ministre français, l'ambassadeur de France à Alger, ce qui veut dire que cette information est fausse, mais on n'a pas sanctionné et on n'a absolument pris aucune mesure contre les deux journaux qui ont cette information. D'une part. D'autre part, on remarque qu'au lendemain de la parution de cette fausse information, c'est vraiment un faux coup, un haut conseil de sécurité amputé des civils s'était tenu à Al-Mouradia et qui a été renforcé par la présence des chefs des forces armées, notamment les forces terrestres, aériennes, de défense aérienne et de défense du territoire et maritime. C'est en quelque sorte un conseil de guerre, je me souviens, on avait déjà parlé de ce sujet. Et on avait pris une décision au cours de cette réunion pour renforcer encore les rangs sur la frontière ouest. Donc un déploiement de forces supplémentaires a été fait au lendemain de l'apparition de ce fake. Voilà, l'Algérie fonctionne sur la base de fausses informations. Elle prend des décisions et sauter un ministre en pleine nuit. En pleine nuit, on ne prend même pas le temps de lui désigner un successeur, d'attendre le matin, parce qu'on a peur des Émirats, un État microscopique qui fait peur à un État, à un pays, pas un État, parce qu'en Algérie, il n'y a plus d'État, à un pays qui a quand même une surface qui fait 100 fois, 1000 fois, qui a une histoire, qui a quand même... L'Algérie, c'est un nom. Malheureusement, ce tigre algérien est devenu un chat vieillot parce qu'il est vieilli par cette gérontocratie et cette voyoucratie qui le mène tout droit à la faillite. Voilà. On va revenir à la situation. Voilà. Très bien, très bien. On va revenir sur d'autres questions, bien sûr. C'est la question aussi sociale, la situation, mais aussi le phénomène de la harga. Hicham Aboud, on va revenir sur ce phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, mais le phénomène de la harga, mais aussi la cherté, la paupérisation de la société et surtout le mal-vivre algérien. Comment on est arrivé à cette situation, Hicham Aboud? Je sais que vous avez fait beaucoup de vidéos concernant donc les harragas. Pourquoi les Algériens de plus en plus quittent l'Algérie? Avant de vous donner donc de répondre à cette question, on va regarder juste cette vidéo. Très rapidement, je reviens. Hostia, escucha, ¿esto es en serio, tío? Una puta patera, tío. ¿Pero y estos, tío? ¿Pero estás diciendo en serio, tío? Que se han llegado 4 hoy, esta mañana. Que sí, que sí. ¿Esto es realidad? Sí, tío. Que se trabaja en la tele, tío.
El que te llama a la policía. Llamar a la policía. Sí, toca. Hicham Aboud, vous avez vu ces images? Oui, ces images et bien d'autres avant. Et il faudrait qu'on dise une chose, c'est que l'Harga, ce n'est plus des jeunes qui sont désespérés ou des jeunes adolescents qui aspirent à une vie meilleure, parce qu'en Algérie, un adolescent ne vit rien du tout, ne connaît rien de la vie d'un adolescent en Europe ou au Maroc ou en Tunisie. C'est la malvie. Aujourd'hui, la malvie touche tout le monde. Comme tu l'avais dit dans la présentation du sujet tout à l'heure, il y a même des bébés, des enfants en bas âge avec leurs parents qui sont dans des bateaux, des embarcations d'infortune. Je viens d'apprendre qu'une bonne partie, si ce n'est pas toute l'équipe nationale de handball des moins de 23 ans qui participe à une compétition sportive en Allemagne, qui a pris la poudre d'escampette. C'est tout le monde qui s'est sauvé. Vous savez quelle honte ça fait pour l'Algérie, pour les officiels qui accompagnaient ces handballeurs. Vous savez, la honte, ça. Eh bien, pour un régime qui se respecte, on doit baisser le rideau et s'en aller. Ce n'est pas le cas du régime algérien. Ce régime mène une politique basée sur le mensonge, sur le faux, parce que eux-mêmes ils sont faux. Quand Boun, toute honte bue, vous dit qu'il est élu par le peuple, alors que tout le monde sait que même par la fraude, il n'a pas été élu, puisque celui qui a été élu par la fraude, c'est SD Nehoubi. Et l'auteur de cette fraude est aujourd'hui en prison, à Blida. Il en a pour 18 ans, il a été dégradé au grade de Djoundi, et 4 autres officiers supérieurs lui tiennent compagnie pour une bonne douzaine d'années. Donc, vivre dans les mensonges, ça ne peut exister qu'en Algérie. Et se voiler la face en disant ouais, les gens ils partent parce qu'ils ont envie de découvrir de nouveaux horizons. Non, mon ami, non. Autrefois, je le dis très bien, moi-même j'ai vécu cela. Dans les années 70, on m'avait offert une bourse de 2500 francs français par mois en Belgique, à l'UCL, à l'Université catholique de Louvain, pour préparer une licence en bibliothéconomie. Et j'avais, entre-temps, en Algérie, on me versait chaque mois 900 dinars par mois. Puis ça monte à 1300, à 1400, à 1600. Et j'avais dit non. Pourquoi? Parce que je me sentais bien en Algérie. C'est pas le seul à avoir dire non. Nous étions des dizaines et des dizaines à n'avoir pas accepté cette proposition et à continuer nos études en Algérie, et on était très bien, on vivait très bien dans notre pays. Il n'y avait pas de harga, il n'y avait pas de visa pour la France. Le visa a été instauré à partir du début des années 90. Sinon, avant, il n'y avait pas de visa. On vivait très bien, personne. Bien au contraire, les gens rentraient de France, déposaient leur carte séjour et s'installaient en Algérie. Des jeunes venaient faire leur service national en Algérie, faire 2 années au lieu d'en faire une. Le meilleur exemple vient du footballeur Moustapha Dahleb, qui à peine il venait de signer avec Sedan, qui était quand même une grande équipe du football français. Elle s'était classée 6e au classement général, derrière le PSG, l'Olympique de Marseille, c'est les grandes équipes du football français. Moustapha Dahleb avait mis entre parenthèses son contrat professionnel de footballeur pour venir faire son service national en Algérie pendant 2 ans et jouer comme amateur au CRB Louis-Stade. Si on faisait ça, c'est parce qu'en Algérie, on vivait bien. Il n'y avait pas cette malvie. Il y avait pas, les gens ne risquaient pas leur vie à bord d'embarcations d'infortune. Eh bien, tout cela est le résultat d'une politique menée par un régime incapable de trouver la moindre solution au problème qu'il crée lui-même. Aujourd'hui, en Algérie, on ne trouve même pas le moyen d'acheter du lait
tranquillement. Pour aller au stade, regardez, il vient d'inaugurer des stades. Pour aller au stade, c'est la punition. Pour aller au stade de Barraqi, vous ne pouvez pas prendre votre voiture, vous ne pouvez pas aller à bord d'un scooter. Non, il faut aller dans un endroit indiqué, prendre le bus, et on sait dans quel état on prend le bus. Ce sont des boîtes de sardines ambulantes qui se déplacent. Et à la sortie du stade, c'est la même chose, une véritable punition. Pour une finale de Coupe d'Algérie qui oppose le CBLUZ à Chlef, on l'a fait jouer à Oran. Pourquoi à Oran? Et on l'a fait jouer un jour de semaine. On l'a fait jouer à une heure où il y avait un soleil de plomb. C'était la punition pour tout le monde. C'est un pays où on ne fait que punir le peuple. Voilà pourquoi les gens fuient. C'est pour cette raison. Il n'y a que le mal-vie. Celui qui peut voir quelque chose d'intéressant, on a dit avec votre argent, vous ne pouvez pas vivre. Vous pouvez avoir une belle villa, avoir une belle voiture, mais dans votre villa, il n'y a pas d'eau. Votre voiture, c'est la circulation, c'est les bouchons, c'est les routes défoncées, et vous ne pouvez même pas vivre à l'aise. Quelle que soit votre appartenance à une couche sociale, quel que soit votre statut. Est-ce que ce mal-vivre, Hicham Aboud, est lié à la situation politique? Mais bien sûr. Écoute, tout est lié. Tout est lié. L'économie est intimement liée à la politique. S'il y avait une volonté politique, dans les années 60, il y avait une volonté politique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des complexes industriels à Annaba, à Constantine, à Tizi Ouzou. Chaque wilaya avait une spécialité. À Oran, à Abzou, on avait quand même. Et puis, il y avait des universités, il y avait des stades. On construisait parce qu'il y a une volonté politique. Aujourd'hui, on n'investit rien. Et on se targue d'avoir une réserve de 64 milliards de dollars. Eh bien, cette réserve, en réalité, doit être de plus de 64 milliards. Parce qu'en 2014, elle était de 250 milliards de dollars. Où sont passés, où est passé le reste? Avoir 64 milliards de dollars de réserve sans investir un centime dans un hôpital, dans un dispensaire. Et quand on inaugure une douche dans une cité universitaire, on déroule le tapis rouge au Wali et on fait tout un tintamarre et les chaînes de télévision arabes se moquent de nous. Voilà. Très bien. Hicham Aboud, je vous donne le mot de la fin. Le manque de vision, de visibilité, le désespoir. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel en Algérie ou dans cette Algérie nouvelle. كما يقولوا بالعامة وين رانا رايحين يعني بها. Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Où va-t-on? Eh bien, vous savez, quand on navigue à vue, on ne sait pas où aller. Et ce régime, ça sent parce qu'il est le prolongement de celui de Bouteflika, et notamment les 7 dernières années de Bouteflika, où l'Algérie était gérée par procuration. Donc, il n'y avait pas un chef d'État, il y avait un pouvoir occulte qui était autour de Bouteflika et qui dirigeait le pays sans vision aucune. Eh bien, ça continue aujourd'hui parce que vous verrez jamais un plan d'action, un plan de développement mis en place et annoncé, et on voit un petit peu, on met les premiers jalons de l'exécution de ce plan. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que de fausses promesses. On vous promet un TGV Tamnaras-Alger et on ne pose même pas la première pierre. Même quand vous avez en place des réalisations. Allez, prenons le cas de la grande mosquée d'Alger. Parce que la grande mosquée d'Alger, ce n'est pas uniquement la salle de prière, c'est aussi la bibliothèque qui a une contenance de 1 million d'ouvrages et qui peut accueillir jusqu'à 1000 étudiants d'un coup, 1000 visiteurs. C'est aussi l'institut qui est à l'intérieur de cette mosquée. C'est un hôtel, c'est un musée de 14 étages. Eh bien, ce musée, cette mosquée, devait être inaugurée au mois d'avril 2019 par Bouteflika. À ce jour, elle est fermée. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de la gérer. On a nommé un recteur, un imam recteur qui a rang de ministre, mais
On n'a pas recruté un seul ouvrier, un seul employé. On n'a rien fait. On est incapable de gérer cette gigantesque réalisation. Cela signifie clairement que l'Algérie est dirigée par des nains incapables de la diriger. D'ailleurs, Tebboune lui-même l'a reconnu. Il dit, nous sommes trop petits pour ce pays. Et lui-même, il le dit, c'est pas moi. Hein. Lui-même, il fait cet aveu. Et effectivement, il n'est pas seulement petit. Il et tout son entourage sont des nains face à cette grande Algérie. Et l'Algérie a besoin d'hommes qui ont de l'envergure, des hommes qui ont de l'étoffe pour pouvoir diriger un grand pays qui a un grand peuple. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Hicham Aboud, journaliste, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous.